La photo, c'est un puits sans fond dans lequel on investit énormément d'argent, que ce soit pour acheter un boîtier, des objectifs, un sac, un trépied, des filtres, voire même un logiciel d'édition. Mais parmi tout ce que l'on achète, il y a pour moi un accessoire qui est sous-coté, voire même ignoré par beaucoup de photographes. Cet accessoire, c'est la sonde de calibration. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi cet accessoire est loin d'être anecdotique et surtout pourquoi vous devriez en faire l'acquisition. Car si vous shootez en RAW et que vous faites de l'édition, que ce soit sur Lightroom, Photolab, Capture One ou sur le logiciel de votre choix, c'est que dans votre flux photographique, vous avez envie d'avoir la main sur les tons, les teintes, le contraste, les détails par exemple. Cependant, il ne sert à rien à se prendre la tête et d'essayer de bouger de manière très fine les curseurs si l'écran sur lequel vous travaillez n'est pas fiable. Pour le dire autrement, il ne sert à rien d'essayer d'avoir une couleur très précise si l'écran sur lequel vous travaillez n'affiche pas les bonnes couleurs, car il faut bien comprendre quelque chose, c'est que tout écran, quel qu'il soit, a forcément des défauts d'affichage, et parmi ces défauts, il y a notamment la fiabilité des couleurs, entre d'un côté ce que l'on appelle la couleur envoyée, qui est la couleur vraiment envoyée par votre ordinateur, et de l'autre côté, la couleur réellement affichée, et en fonction de votre écran, cet écart peut être plus ou moins important. L'idée, et c'est là qu'arrive notre super sonde, c'est que sa mission va être de limiter au maximum cet écart entre la couleur envoyée et la couleur affichée. Cependant, si vous n'avez pas de sonde et que vous travaillez par exemple sur un écran qui n'est pas spécialement fait pour la photographie, il peut y avoir un écart très important entre la couleur envoyée et la couleur affichée. De fait, le bleu que vous souhaitez avoir, et vous bougez les curseurs pour ça, n'est peut-être pas du tout le bleu final qui sera sur votre photo. Cependant, lorsque vous allez l'exporter, vous allez vous dire que le bleu est bon, mais c'est normal, vous travaillez toujours sur votre écran qui n'est pas calibré. Cependant, patatras, lorsque vous regardez votre photo par exemple sur un écran calibré, ou pire que vous le faites imprimer, là, vous vous rendez compte que la couleur n'est absolument pas la même, mais ça, c'est normal parce que jusqu'ici, vous ne pouviez tout simplement pas vous en rendre compte. Bref, et nous allons le voir, avoir une sonde, c'est vraiment indispensable pour tous les photographes, que vous soyez professionnels, voire même débutants et amateurs. Tout le monde en a besoin à partir du moment où on travaille sur un écran et que l'on fait de l'édition. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est dans un premier temps d'essayer de vous faire comprendre pourquoi une sonde c'est vraiment important. Et pour cela, on va parler notamment des défauts des écrans d'ordinateur sur lesquels on travaille. Dans un second temps, j'essaierai de vous expliquer quelles sont les différentes références qui existent sur le marché et j'essaierai de vous conseiller du mieux que je peux pour trouver la sonde la plus adaptée en fonction de votre budget mais surtout de vos besoins. Je le précise dès le départ, cette vidéo n'est pas un tuto pour apprendre à calibrer son écran. Ça, je le ferai dans un second temps, dans une autre vidéo qui viendra dans pas longtemps. Et l'objectif là, ça sera de vraiment vous guider pas à pas pour bien réussir sa calibration d'écran. Cette vidéo est découpée en chapitres, donc n'hésitez pas à naviguer dans la timeline ou aller en bas dans la description pour voir directement les chapitres. Si par exemple vous connaissez tous les bienfaits des sondes pour votre écran et que vous souhaitez simplement avoir des conseils sur une référence à acheter, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller directement au bon chapitre. Mais sans plus tarder, commençons. Donc lorsque l'on est photographe et que l'on fait de l'édition, on travaille sur un écran. Et des écrans, il y en a des tas sur le marché et pour diverses pratiques. Quand on est photographe, on va dire que de manière assez logique, il faudrait donc se concentrer sur plutôt un écran destiné aux photographes. Cependant, ces écrans-là, ils coûtent plutôt très cher et on va expliquer après pourquoi. Et donc lorsqu'on se lance dans la photo, généralement on travaille sur l'écran qu'on a à la maison, que ce soit l'écran de son ordinateur portable ou par exemple sur un écran de bureautique voire de gaming. Cependant, lorsqu'on fait de la photo, parmi toutes les caractéristiques de nos écrans, il y en a plusieurs qui vont nous intéresser et deux principalement. La première caractéristique, et ça ne nous intéresse pas du tout aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle l'espace colorimétrique ou gamut, ce sont donc des synonymes, c'est-à-dire la richesse des couleurs que peut afficher votre écran en saturation. Et donc l'idée c'est que on va inscrire cet espace colorimétrique de notre écran au sein d'espaces colorimétriques de référence dans l'industrie de la photo, comme par exemple le sRGB ou l'Adobe RGB par exemple. Mais c'est bien le deuxième critère qui va nous intéresser, c'est-à-dire la fiabilité des couleurs qui sont affichées sur notre écran. Et là, patatras, c'est de ça dont on parle dès le début, car il faut bien comprendre une chose, c'est que tout écran, qu'il soit pour photographe ou non, a une différence réelle, mais ça c'est normal, c'est dû à la technologie d'affichage, entre la couleur qui est envoyée par l'ordinateur et la couleur qui est finalement affichée sous vos yeux. Et ce qui fait généralement la caractéristique d'un écran de photographe et plus largement de ce qu'on appelle les arts visuels, c'est cette fiabilité d'affichage. Pour autant, et nous allons le voir, vous pouvez
tout à fait avoir une très bonne qualité d'affichage avec des couleurs fidèles, y compris sur un écran de bureautique ou de gaming. Mais ça, de prime abord, on ne peut le savoir que si on mesure l'écran. Donc nous allons là aussi à nouveau en parler. Mais par contre, eh bien, pour savoir ça, il faut forcément utiliser une sonde de calibration et surtout calibrer son écran pour optimiser ses performances. Et pour mesurer l'écart entre la couleur envoyée et la couleur affichée, eh bien, il existe un indicateur qu'on appelle le delta E, où on part de 0, et 0, en fait, ça vaut à aucun écart entre la couleur envoyée et la couleur affichée. Ensuite, lorsque le delta E est entre 0 et 1, eh bien, vous allez avoir donc un écart qui va commencer à apparaître. Cependant, cet écart est tellement minime et infime que aucun œil humain ne peut le percevoir. Résultat, eh bien, votre œil ne verra réellement aucune différence entre la couleur envoyée et affichée. Lorsque ce delta E continue à augmenter et qu'on arrive sur des valeurs entre 1 et 3, eh bien là, seuls les yeux des experts, donc en graphisme, etc., commencent à percevoir de manière assez subtile eh bien, les différences, mais monsieur et madame tout le monde ne les percevront pas. C'est pour ça qu'on dit généralement dans le monde de la tech que lorsqu'un écran a un delta E inférieur à 3, on dit qu'il a de bonnes performances et que la plupart des gens ne verront pas les différences entre la couleur envoyée et la couleur affichée. Et à mesure qu'on se rapproche de la valeur de 3 et qu'on la dépasse et ensuite que cette valeur augmente, et on va sérieusement commencer à avoir une différence si on comparait eh bien, la couleur envoyée et la couleur affichée. Cependant, au quotidien, forcément, on ne fait pas la différence. Et le gros problème, c'est que si on a un delta E qui est plutôt élevé, eh bien, on ne va pas s'en rendre compte, mais la couleur que l'on aura sous les yeux sera peut-être plutôt très différente de la couleur qui devrait être réellement affichée. Donc, ce qui, pour nous, pourrait être plutôt du jaune, pourrait être en réalité, normalement, un orange. C'est donc pour cela que, notamment, les photographes travaillent donc sur des moniteurs spécialisés dans la photographie, ce qui est mon cas. Et par exemple, moi, l'écran BenQ sur lequel je travaille, eh bien, au-delà d'avoir un gamut très large, il a un delta E donc qui est inférieur à 1, ce qui me permet d'avoir des couleurs qui sont extrêmement fiables. Mais là, vous allez vous dire, oui, mais ça veut dire qu'il faut dépenser énormément d'argent pour acheter un moniteur pour photographe. Eh bien, sur le papier, la réponse est oui, mais en réalité, eh bien, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Pourquoi? Parce que tous nos écrans ont des performances qui sont plus ou moins, on va dire, élevées. Et l'idée, c'est que si vous avez, par exemple, un écran gaming un petit peu haut de gamme, eh bien, souvent, les constructeurs vont certes axer les performances sur tout ce qui est par exemple rafraîchissement. Cependant, eh bien, en interne, vous avez un écran qui est aussi très capable du point de vue de la fiabilité des couleurs. Cependant, ce qui va différencier notamment par exemple un écran pour photographe des autres écrans, c'est que lorsque vous recevez votre écran, eh bien, un écran de photographe, il a été calibré en usine avec une sonde et donc vous avez votre rapport de calibration, ce qui veut dire que dès le départ, votre écran est optimisé pour avoir les couleurs les plus fiables. Cependant, la plupart des écrans qui sont vendus dans d'autres domaines, le gaming, la bureautique, etc., ces écrans, sauf les plus haut de gamme, ne sont pas calibrés. Ce qui veut dire que de prime abord, vous allez avoir un écran qui pourrait avoir donc un delta E qui est mauvais. Pour autant, ça ne veut pas dire que votre écran n'est pas capable d'avoir un delta E qui est faible. Cependant, sans calibration, on ne pourra pas le ramener dans le droit chemin. Et pour vous convaincre, je vais vous donner un exemple qui est très personnel. Il y a de cela plusieurs années, avec Laura, on avait acheté donc un moniteur de bureau pour le bureau de Laura, un BenQ à 140 €, donc clairement un écran qui n'est pas du tout destiné donc à une pratique de la photographie. Et donc, lorsqu'on avait reçu l'écran, ce que j'avais fait, c'est que tout simplement, je l'avais donc mesuré avec ma sonde. Et donc, pour ce faire, vous avez la sonde qui va mesurer 24 patchs de couleurs, donc qui sont des couleurs standardisées dans l'industrie donc de l'imagerie. Et donc, la sonde mesure ces couleurs et ensuite, elle fait un delta E moyen des 24 couleurs. Et ensuite, vous avez le delta E pour chaque couleur. Et à l'époque, moi, ça m'avait quand même surpris parce que cet écran, il avait donc un delta E, donc avant calibration moyen, donc qui était aux alentours de 4, avec un delta E maximal, donc sur la couleur qui avait le plus de dérives, qui lui était au niveau de 7. Donc là, clairement, hein, l'écran avait de mauvaises performances d'affichage et donc il y avait un réel écart entre les couleurs envoyées et les couleurs affichées. Et ensuite, eh bien, tout simplement, j'avais calibré cet écran à 140 € avec cette sonde. Et là, patatras, eh bien, le changement a été spectaculaire. Car au bout, après calibration, j'ai remesuré donc les performances d'affichage de cet écran et le delta E était passé, donc le delta E moyen de 4 à environ 1 et le delta E maximal, donc sur la couleur qui avait le plus de dérives, était passé de 7 aux alentours de 3, sachant que la quasi-totalité des couleurs avait un delta E qui était compris entre 0,5 et 1,5, c'est-à-dire que c'était vraiment des performances qui étaient dignes d'un écran pour
photographe. La moralité de tout ça, c'est que si je n'avais pas calibré cet écran, eh bien il aurait eu des performances plutôt médiocres, là où après une simple calibration, eh bien j'ai découvert que ce simple écran à 140 €, eh bien était finalement plutôt très performant. Donc la moralité, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un écran pour photographe qui coûte plusieurs centaines voire milliers d'euros pour avoir des couleurs fidèles sous les yeux. Mais pour avoir un écran donc qui est fiable, eh bien la première étape, c'est d'abord de le calibrer, donc d'essayer d'optimiser l'affichage des couleurs, et ensuite lorsqu'on évalue eh bien, le delta E sur notre écran, c'est là qu'on peut se rendre compte si notre écran eh bien, en termes de capacité peut afficher des couleurs qui sont fiables. Pour terminer ce sujet, il faut comprendre comment fonctionne une sonde de calibration. Et le processus, alors là je vais synthétiser dans les grandes lignes, est plutôt très simple. Tout d'abord, vous allez brancher donc votre sonde directement sur votre ordinateur et vous allez poser la sonde sur votre écran. Une fois que vous lancez le logiciel de calibration et que vous lancez le processus de calibration, votre sonde va être posée au centre de l'écran et dans le logiciel, il va y avoir donc des patchs de couleurs qui vont apparaître. Et l'idée, c'est que vous allez avoir un certain nombre de patchs et lorsque l'écran calibre, généralement, il travaille sur une base de 118 voire 211 patchs et à partir donc de la calibration, le logiciel va envoyer donc des couleurs dont il connaît parfaitement la valeur et ensuite la sonde qui elle est posée sur l'écran va mesurer la valeur de la couleur qui est affichée. Et ensuite, le logiciel, eh bien, il va comparer la valeur donc de la couleur qui est envoyée à celle de la couleur qui est réellement affichée grâce à la sonde. Et à partir de là, on va mesurer l'écart qu'il y a entre les deux. Ensuite, tout cela est sauvegardé au sein d'un profil qu'on appelle un profil ICC et ce profil est automatiquement appliqué dans les paramètres d'affichage de votre ordinateur, que vous ayez un PC ou un Mac. Et en fait, si votre écran jusque-là n'avait jamais été calibré et qu'il avait un delta E qui était élevé, et bien d'un coup après calibration et en faisant chuter ce delta E, et bien vous pouvez avoir un affichage qui change considérablement. Vous pouvez trouver que d'un coup l'image est plus froide, plus chaude, un peu plus verte ou un peu plus par exemple magenta, mais rassurez-vous, tout ça est normal, c'est juste que l'écran a été réaligné, donc on va dire du mieux possible par rapport à ses performances. Et si vous avez après calibration un écart qui est aussi important, ça veut dire que vous partez tout simplement de très loin. Bref, la sonde, c'est vraiment un accessoire indispensable et là-dessus, pour tous les photographes, à partir du moment où vous faites de l'édition et encore plus quand vous commencez à faire de l'impression, et là-dessus, que vous soyez photographe professionnel et que vous travaillez sur un moniteur pour photographe, où là la sonde va vous permettre de conserver des performances de haut vol, donc d'affichage, mais c'est aussi très important pour le photographe amateur qui travaille sur son écran d'ordinateur portable ou sur un moniteur par exemple de bureautique. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement optimiser de manière à avoir les couleurs les plus fidèles. Bref, à mon sens, il est important d'investir quelques dizaines voire centaines d'euros dans une sonde pour à défaut travailler sur un écran qui est le plus fiable possible, plutôt que d'essayer d'acheter des tas d'accessoires qui sont parfois un petit peu inutiles ou très accessoires et de s'embêter finalement à faire de l'édition alors qu'au final, c'est un petit peu comme essayer de balayer de l'eau sur une plage. À partir du moment où l'écran n'est pas calibré et qu'on fait de l'édition, pour moi, à mon sens, ça ne sert pas à grand chose. Une fois qu'on a compris tout ça, eh bien, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo et je vais essayer de vous conseiller sur les différentes sondes qui existent sur le marché. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe deux grandes marques qui se découpent le marché des sondes. D'un côté, Calibrite, anciennement X-Rite, donc Calibrite c'est simplement aujourd'hui devenu une filiale de X-Rite, et de l'autre, Datacolor qui est son concurrent et qui commercialise notamment la série Spider. Personnellement, donc, je possède une sonde Calibrite et je connais bien les produits Calibrite. Par contre, je ne connais pas du tout Datacolor et c'est pour ça que, et je m'en excuse d'avance, je ne vais pas vous parler des sondes Spider de Datacolor tout simplement parce que je ne les connais pas. Résultat, je n'ai pas envie de mal vous conseiller. Donc ce que l'on va faire à présent, c'est que je vais essayer de vous expliquer chez Calibrite les différentes sondes qui existent et je vais essayer de vous conseiller notamment par rapport à votre budget mais surtout par rapport à votre pratique de la photo. Pour ce faire, passons sur l'ordinateur et je vais travailler sur ce document qui est fait par Calibrite, qui est un tableau de synthèse qui résume les différences donc entre les références de chez Calibrite. Et donc vous voyez sur ce tableau, vous avez 5 références. Sur ces 5 références, je vais d'entrée donc éliminer celle-ci, là celle du dessus, pardon, hop, la Color Checker Studio. Pourquoi? Parce que cette sonde c'est la plus chère, mais c'est aussi la plus polyvalente, parce que elle permet de calibrer non seulement les écrans, mais également par exemple les imprimantes. Alors pourquoi je vais l'éliminer? Parce que
que pour moi, à partir du moment où on commence notamment à faire de la calibration pour imprimante, et là je parle d'imprimante photo, c'est que quand même on a un flux d'édition qui est plutôt très avancé, et pour moi, à partir du moment où on achète ça, c'est que par le passé, on avait au moins déjà ça, ou en tout cas, si vous comptez acheter ça, je pense que nous en reparlerons dans une vidéo ultérieure. Bref, une fois cette parenthèse fermée, nous allons nous concentrer donc sur ces 4 sondes ici. Donc vous avez de la gauche ici avec la Display 123, vous avez donc la sonde la moins chère et puis entre guillemets la moins capable, jusqu'à la Display Plus HL qui est la plus chère et donc forcément la plus performante. Et ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va un petit peu les découper en deux familles. D'un côté, la Display 123 et la Display SL, que je qualifierais plutôt de sondes plutôt amateurs, débutants, voire un petit peu avancés. Et de l'autre côté, je dirais que avec la Display Pro HL et la Display Plus HL, là on est sur des sondes qui sont plus haut de gamme et qui sont plus destinées à des photographes plus avancés. L'idée c'est qu'on va d'abord regarder donc ici ces deux sondes et enfin on terminera avec les deux autres. Alors pour commencer, donc regardons notamment les points communs entre la Display 123 et la Display SL. Alors tout d'abord, quelques petits mots rapides sur les noms. En fait, la Display 123, elle est sortie cette année ou l'an dernier, enfin c'est une sonde qui est vraiment très récente, et l'idée c'était que pour Calibrite, il fallait simplifier au maximum ce monde de la calibration, car jusqu'ici, et moi je le vois très très bien lorsque je conseille mes stagiaires, notamment sur tout ce qui touche à la calibration, et bien souvent quand on dit le mot calibration, c'est oulala, ça fait peur, parce que c'est vrai que ça fait penser à quelque chose qui est réservé au domaine du photographe professionnel, etc. Alors que dans les faits, calibrer un écran, ce n'est vraiment pas sorcier, et les marques ont vraiment fait des progrès énormes, notamment sur la partie logicielle. Et aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à suivre finalement le cheminement. Et l'idée, c'était que pour rendre la plus accessible possible donc cette étape de la calibration, chez Calibrite, ils ont sorti la Display 123. Alors là, il y a plusieurs choses par rapport à ce nom. Tout d'abord, 123 parce que c'est le prix de lancement, 123 €, donc ce qui est un prix plutôt très agressif dans le monde des sondes. Et puis deuxième chose, ils voulaient faire une sonde qui soit super simple, de dire calibrer un écran, c'est aussi simple que de compter jusqu'à 3, 1, 2, 3, et voilà, c'est terminé. Enfin bref. Donc l'idée, c'est que ce soit la Display 123 qui elle est vraiment axée plutôt calibration facile et plutôt amateur, ou que ce soit la Display SL, moi je considère que ces sondes finalement elles vont être plutôt pour un public amateur. Cependant, on le verra après, il y en a une que je vais plus vous conseiller sur les deux. Mais alors, quels sont les points communs entre les deux? Eh bien, tout d'abord, le premier point commun, ça va être la capacité de prise en charge de la luminance maximale de l'écran. En effet, les deux peuvent prendre en charge un écran dont la luminance maximale est de 1000 nits, ce qui représente, on va dire, la plupart des écrans aujourd'hui sur le marché. Si vous avez un écran qui est plus lumineux, comme par exemple un écran HDR, que ce soit sur un Mac ou sur des écrans par exemple de gaming ou des écrans pour photographes, résultat là, il faudra partir et on verra juste après sur la Pro HL ou la Plus HL. Et là, c'est au niveau du nom, vous voyez, celle-là, elle s'appelle la Display SL. Pourquoi? Parce que SL, c'est standard luminance, donc luminance standard. C'est parce qu'elle s'arrête donc jusqu'à 1000 nits. Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est l'énorme point commun entre ces deux sondes, c'est que finalement, elles vont être un petit peu monofonctionnelles. C'est-à-dire que ces sondes, elles vont faire une tâche fondamentale, et c'est ce qu'on attend de prime abord sur une sonde, c'est-à-dire calibrer votre écran. Cependant, et là-dessus qu'on soit très clair, que vous preniez la 123 ou la SL, elles ne vont pas faire un certain nombre de choses. Par exemple, qu'est-ce qu'elles ne vont pas faire? Eh bien, vous voyez, par exemple, ici, les deux sondes ne vont pas pouvoir donc faire ce qu'on appelle de l'évaluation d'écran. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne pourrez pas mesurer le delta E, donc l'écart d'affichage entre la couleur envoyée et la couleur affichée. Par ailleurs, vous ne pourrez pas, alors ça pour moi c'est un peu plus anecdotique, mesurer l'uniformité de votre écran, c'est-à-dire mesurer l'écart donc de luminosité que vous avez donc entre le centre de votre écran et notamment les bords. Mais ça, je vous rassure, moi sur la version que j'ai de la sonde, donc moi c'est la Color Checker Display Pro, c'est l'ancienne génération de la Display Pro HL. Vous voyez ça, je peux le faire, cependant je l'ai fait une fois lorsque j'ai reçu mon écran et je vous avoue qu'au quotidien ce n'est pas quelque chose que je m'amuse à faire. Par ailleurs, un autre point que vous ne pourrez pas faire avec ces deux sondes, eh bien c'est mesurer l'éclairage ambiant, et ça je vous avoue que ça peut être pas mal lorsque par exemple vous voulez évaluer donc la luminance idéale que vous devez appliquer. Eh
bien là vous voyez la sonde vous permet de mesurer donc l'éclairage ambiant qu'il y a autour de vous, et avec ces deux sondes vous ne pourrez pas le faire. Ça je vous avoue que c'est quelque chose qui pour moi compte quand même plutôt pas mal. Donc si je résume les points communs, vous avez donc deux sondes qui vont calibrer de la même façon avec le logiciel Calibrite Profiler, mais ça c'est propre donc aux 4 modèles que l'on étudie. Ensuite vous avez deux sondes qui vont calibrer, après tout c'est ce qu'on attend d'elles. Par contre vous ne pourrez pas donc mesurer l'éclairage en blanc, vous ne pourrez pas mesurer le delta E et vous ne pourrez pas mesurer l'uniformité. Enfin, toujours du point de vue des points communs, vous ne pourrez pas mesurer des écrans dont la luminance maximale dépasse les 1000 nits. Pour autant, il y a quand même des différences entre la Display 123 et la Display SL. Et regardons rapidement ces différences. La première, c'est que vous voyez ici, vous avez la Display 123 donc qui est compatible avec, vous voyez, le calibrage multi-écran pour 2 écrans, là où par exemple sur la Display SL c'est jusqu'à 4 écrans. Alors sur le papier, honnêtement, ça c'est à voir en fonction de votre configuration, mais je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément une configuration qui dépasse 2 écrans, donc ça je pense que pour la plupart des gens c'est un petit peu plus accessoire. Par ailleurs, la Display SL donc prendra en charge donc le profilage de vidéoprojecteur mais aussi de scanner. Là aussi, je pense que pour un photographe qui veut simplement donc calibrer son moniteur, je pense que ces deux fonctionnalités ici sont un petit peu plus donc anecdotiques. Enfin, du point de vue des différences, vous avez notamment donc le réglage de la balance des blancs, donc autrement dit du point blanc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la Display 123, vous pourrez régler donc le point blanc en D65, c'est-à-dire à 6500 Kelvin, 6500 Kelvin étant la norme de la CIE, c'est-à-dire la Commission internationale de l'éclairage, donc l'affichage sur les écrans, c'est-à-dire que d'un point de vue mondial, il a été acté que la norme c'était d'avoir donc un point blanc à 6500 Kelvin pour donc l'affichage des écrans. Cependant, vous voyez, si vous travaillez sur la Display SL, vous pouvez régler ce point blanc sur d'autres valeurs, donc par exemple en D50, c'est-à-dire à 5000 Kelvin, à 5500 Kelvin donc en D55, ou par exemple à 7500 Kelvin en D75. Alors là, vous voyez, c'est plus intéressant forcément de travailler ici sur la Display SL. Par exemple, le D50, c'est donc la température de référence, notamment lorsque l'on fait de l'impression ou par exemple de la presse. Cependant, vous voyez, quand pour moi on en arrive à ce stade-là, eh bien à mon sens, il serait plus intéressant de partir sur la gamme supérieure, notamment la Display Pro ou la Display Plus, car quand on en arrive pour moi à avoir ce type de préoccupation, c'est que on a un flux là aussi d'édition et de travail plus largement qui est quand même assez poussé, et dans ce cas-là, je pense que les autres sondes sont plus adaptées. Mais au bout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir entre la Display 123 et la Display SL, eh bien laquelle choisir. Eh bien moi, je vais vous conseiller très largement la Display 123, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout d'abord, vous voyez en termes de prix, vous avez la Display 123, alors en plus en ce moment sur le site de Calibrite, il y a des soldes, elle est vendue 99 €. Donc là, vous voyez, pour 99 €, pour moi, vous avez une sonde qui fait très bien ce qu'on lui demande, c'est-à-dire calibré. Certes, vous n'avez pas toutes les autres options qu'il y a autour, mais en attendant, pour moins de 100 €, vous avez une sonde et au moins vous pourrez calibrer votre écran. Par contre, si je regarde la Display SL qui est là, ça c'est son prix normal et de fait ils ne l'ont même pas soldé, et bien vous voyez, elle est à 180 €. Mais même si celle-là elle était vendue 124 € et celle-là 180 €, moi je trouve que ce qu'offre en plus la Display SL n'est pas intéressant pour l'écart de prix. Car pour l'écart de prix, est-ce que ça vaut vraiment le coup, par exemple, d'avoir la compatibilité avec 4 écrans au lieu de 2? Si vous n'avez pas plus de 2 écrans, ça ne vaut pas le coup. Pareil, est-ce que vous avez besoin du profilage du vidéoprojecteur ou du scanner? Pour la plupart des gens, je ne pense pas. Enfin, si vous posez la question, c'est ce que je vous disais entre le D50, etc., moi je vais vous dire, passez directement à la Pro ou à la Plus. Et en plus, sans mauvais jeu de mots, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que actuellement, vous avez des promos et vous voyez la Display Pro HL, eh bien elle est à 179 €, soit 1 € de moins que la Display SL. Et pour ce prix-là, on va le voir, donc c'est strictement le même prix, eh bien vous avez beaucoup plus de choses qui sont offertes par la sonde. La première chose qui différencie donc la Pro et la Plus des deux autres, c'est que tout d'abord dans leur nom, c'est HL pour High Luminance, donc luminance haute, c'est que ces sondes peuvent prendre en charge donc des écrans qui prennent en charge par exemple le HDR. Typiquement la Pro, elle peut donc ici, vous voyez, mesurer donc la luminance maximale jusqu'à 3000 nits, et là c'est 10 000 nits sur la Plus, donc là c'est vraiment sur des écrans qui sont
très haut de gamme, mais quand vous travaillez sur des écrans dont la luminance maximale est entre 3000 et 10 000 nits, c'est que là vous êtes vraiment sur des écrans qui sont très haut de gamme, notamment dans le monde de la vidéo. Résultat, quand vous en arrivez à travailler sur ce type d'écran, c'est que vous êtes vraiment dans un environnement très professionnel et que vous êtes au fait de toutes ces caractéristiques sur les sondes. C'est pourquoi je pense que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo auront un écran dont la luminance maximale ne dépassera pas les 3000 nits. C'est pour ça que de prime abord, je pense que la plus HL ne correspond pas aux besoins de la plupart des gens. Maintenant, que font ces sondes que ne font pas les deux autres? Eh bien, tout d'abord, là aussi, vous pouvez travailler sur 4 écrans, mais là où c'est très intéressant, c'est que en prime, vous allez pouvoir donc mesurer l'éclairage ambiant, et ça peut être très utile. Vous allez pouvoir donc faire l'évaluation écran et mesurer le delta E, ainsi que l'uniformité, bon ça c'est quand même plus accessoire, mais également vous allez pouvoir donc travailler, et c'est là où ça peut être très intéressant pour les photographes notamment qui font de l'impression, eh bien vous allez pouvoir régler de manière très précise donc le point blanc en D50, D55, D65, D75 en valeur native, mais aussi donc en valeur mesurée et surtout en valeur personnalisé, c'est-à-dire que là vous pouvez fixer de manière très précise le point blanc, même si pour la plupart des cas, eh bien généralement on règle en D50, en D55 ou même en D65. Bref, au global, eh bien moi je trouve que la Display Pro, et c'est ce qui moi a fait qu'à l'époque, eh bien j'étais parti sur la référence Pro, moi je trouve que c'est la référence la plus équilibrée et la plus intéressante. Maintenant si on regarde eh bien les prix, vous voyez avec les promos c'est très intéressant, donc vous avez actuellement la Display Pro, donc vous voyez HL qui est donc à 179 € et la Display Plus qui elle est à 199 €. Maintenant pour l'écart de prix, il n'y a que 20 € d'écart, et bien se pose la question de savoir est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'investir ces 20 € supplémentaires pour avoir une sonde qui pourra durer très longtemps parce que les technologies d'écran évoluent et cette sonde pourra prendre en charge eh bien notamment des écrans qui sont donc plus lumineux, qui ont plus donc de technologie pour de la HDR par exemple. Enfin bref, moi si ce n'était que moi, avec cet écart de prix qui est vraiment minime sur cette valeur promotionnelle, moi je prendrais la Plus comme ça pour être tranquille. Cependant, vous voyez, en prix normal, non remisé, eh bien, vous voyez, il y a quand même un réel écart, 264 € pour la Pro et 330 € pour la Plus. Dans ce cas-là, eh bien, la Pro est vraiment un choix d'équilibre. Donc, si maintenant on fait une méga synthèse de tout ça, eh bien, moi, je pense que pour la plupart des photographes, il y a vraiment deux sondes qui sont très intéressantes. Je dirais que la Display 123, elle est très intéressante dans deux cas de figure. Cas de figure numéro 1, vous êtes quelqu'un qui a un écran et puis vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur la calibration et surtout vous voulez juste calibrer votre écran et vous ne voulez pas mettre des 100 et des 1000 dans une sonde. Résultat, eh bien, la Display 123, elle va calibrer et elle va très bien le faire et de manière très simple. Cependant, vous n'aurez pas toutes les options en plus, mais à défaut, elle fera ce qu'on attend d'elle. Par contre, si vous pouvez mettre un petit peu plus de budget, eh bien moi je vais vous conseiller de prendre notamment la Pro, et je pense que c'est la plus équilibrée, où là vous aurez une sonde qui va vous permettre d'avoir la main vraiment sur la calibration, de mesurer le delta E, de mesurer l'éclairage ambiant, de prendre en charge la plupart des écrans HDR, etc. Enfin bref, c'est une sonde qui, et vous voyez, moi j'ai l'ancienne génération qui est vraiment très polyvalente et surtout qui vous permet de faire tout ce qu'on attend d'une sonde aujourd'hui. Bref, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, on fera donc une deuxième vidéo dans la foulée où eh bien, nous apprendrons à calibrer un écran. Donc on travaillera sur Calibrite Profiler avec la sonde et je vous expliquerai eh bien, par rapport aux technologies d'écran, etc., quels paramètres de calibration on doit appliquer sur le logiciel. Donc rassurez-vous, on fera un tuto pas à pas. En attendant les amis, si vous avez des questions sur les sondes, sur la calibration, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.